des amenities, des solutions pour qu'ils puissent faire leur toilette, aller faire pipi, enfin voilà, qu'ils puissent aussi manger, donc un espace repas avec un frigo, un micro-ondes, des chaises, voilà, de quoi s'attabler et puis se poser un petit peu. Un salon aussi pour réunir le cercle de famille, parce que la famille, ça n'est pas seulement papa, maman et puis le bébé, c'est aussi la fratrie. Donc avec peut-être un espace de jeu et de ressourcement pour la fratrie qui est venue voir le bébé, mais un enfant de 18 mois, bon, ça le passionne les bébés, mais au bout d'un moment, bah, il a besoin aussi de souffler. Et puis, ce qui est essentiel, c'est une attitude des professionnels pour faciliter la présence d'au moins l'un des parents et accepter qu'il y ait une personne de confiance désignée par les parents pour faire le relais quand ceux-ci ne peuvent pas être présents. Donc, la présence 24 heures sur 24, c'est un droit. Parfois, il manque pas mal de choses pratiques pour qu'elles soient relativement confortables, sans être tout confort pour les familles, mais voilà. Et c'est des choses sur lesquelles les services travaillent. Et effectivement, il faut de l'argent, il faut de l'énergie. Et c'est bien aussi que la société civile s'en empare et puisse pousser dans ce sens-là. Ça veut dire concrètement, Laurence, que si ça nous arrive demain, Oui, c'est un droit de c'est un rester avec droit. l'enfant et que même si dans l'absolu le service n'est pas équipé pour ça, on peut dire bah c'est pas grave en fait, même si je dors sur un fauteuil, sur un lit de camp Oui. enfin, ou même par terre sur une paillasse, je reste avec mon enfant et c'est prouvé que le fait que je reste là va Mm, permettre que mon enfant aille mieux en fait. absolument, absolument. Et pas que l'enfant, hein, d'ailleurs, hein, les parents. Oui, C'est oui, lui oui, qui oui, n'est c'est pas vrai. là, d'ailleurs, hein. Mais oui, oui, c'est un droit et on parlera après, effectivement, si certaines personnes sont en difficulté vis-à-vis de ce droit, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'évidemment, tout n'est pas acquis et ça demande voilà, pas mal d'énergie. Alors, c'est vrai que quand on est parent d'un bébé hospitalisé, on n'a pas tellement envie de se faire remarquer. On n'a pas envie de froisser les soignants hein, parce qu'on a peur que ça rejaillisse sur les soins au bébé. Il y a plusieurs parents. Alors peut-être c'est une peur fantasmée, hein, il n'y a pas de problème, mais n'empêche que la peur est là. Et du coup, les parents se font tout petits, essaient de gêner le moins possible. Mais voilà, oui, c'est un droit. Voilà. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, euh, ça a été très, très compliqué dans certains services où les parents ont été sortis, hein, en fait, ni plus ni moins. Alors, ça a été assez rare, mais la Société française de néonatologie, à ce moment-là, a émis un avis. C'est un avis de société savante, hein, ce n'est pas une loi, mais c'est quand même la société savante qui régit ce type de service qui l'a émis, en disant qu'il était absolument euh, contre la philosophie des soins, contre le droit humain, contre l'éthique, de ne pas permettre aux parents de rester auprès de leur bébé. Bon, voilà. Alors, évidemment, c'est le primum movere de tout ce qui va suivre. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Et c'est important, effectivement, de continuer à progresser dans ce sens-là. Pour les équipes, c'est pas simple, hein, parce que les chambres sont parfois ridiculement petites quand il y a une chambre, quand c'est pas une salle commune. Évidemment, avoir une personne qui dort sur un matelas en plein milieu de la chambre, c'est compliqué parce que si on a besoin de venir faire des soins d'urgence, ça peut être gênant, etc. Donc, ça demande beaucoup de flexibilité et aux familles. Alors, elles savent être flexibles, mais aussi aux professionnels qui vivent aussi dans la peur hein, d'un événement majeur et on sait tous que la peur ne nous rend pas flexibles. Hein. Voilà. Euh, donc, premièrement, la présence et ensuite le pot à pot. Alors, vraiment, on a de très nombreuses études qui nous montrent, et il y en a encore une qui est sortie en janvier 2022, qu'on a des bénéfices qui sont dose dépendants. C'est-à-dire, le nombre d'heures de pot à pot augmente le nombre et la qualité des bénéfices. Et c'est vrai jusqu'à ce que le bébé ne veuille plus faire de pot à pot. On a des études qui ont été menées en Colombie avec 20 ans de recul qui montrent que plus les enfants ont fait de peau à peau, plus ils ont de matière grise dans le cerveau, plus ils ont de matière blanche
et mieux leur cerveau s'est développé. On a des études à 10 ans qui montrent que plus ils ont fait de peau à peau, meilleur est leur sommeil à 10 ans. Donc ça, c'est assez exceptionnel et extraordinaire. Et il n'y a aucun soin, voire même les meilleurs soins techniques qui puissent être délivrés, qui produit un effet semblable. Donc ça, c'est pour tout ce qui est le neurodéveloppement, hein, tout le développement du cerveau, la qualité du sommeil, la qualité des apprentissages, le développement cognitif, toutes les vitesses de conduction entre le cerveau, les muscles, etc. Ça, c'est bien démontré. Mais aussi, ce qui est bien démontré, c'est qu'on a une facilitation de l'alimentation et de l'allaitement au sein. Alors, et ça encore, c'est dosodépendant. On sait que les bébés qui font le plus de peau à peau au cours de l'hospitalisation sont ceux qui auront le plus de facilité à téter et à s'alimenter au sein en particulier. Ça a été montré dans une étude suédoise encore en 2015 et toutes variables confondues, quel que soit l'état de gravité du bébé, quel que soit son âge de naissance, voilà, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, on a aussi des études récentes qui montrent que c'est la meilleure protection contre la douleur et contre les effets de la douleur dans le cerveau. Alors, quand ils sont tout petits, comme ce bébé sur ce papa, hein, je présume, ça pourrait être sur son oncle ou sur son grand-père, hein, que ça soit clair. J'ai eu l'occasion de faire un voyage en Suède et il y avait là un petit bébé dont la mère, donc j'étais à Uppsala, la mère était hospitalisée en réanimation à Stockholm, le père avait 2 enfants à s'occuper et l'équipe avait demandé à ce que la famille désigne une personne de confiance pour venir faire du pot à pot et c'était le grand-père. Et il venait tous les après-midi. Et c'est le seul moment où on pouvait noter sur le comportement du bébé qu'il n'était pas dans un état de stress sévère. Ben, c'était vraiment impressionnant. Donc, on commence aussitôt que possible, dès la naissance, en réanimation si besoin, et on continue après. Et on continue jusqu'à ce que le bébé décide de sortir. Et on le sait, on le voit comment les bébés d'abord ont chaud, donc ils vont passer les bras au-dessus du bandeau, ils vont commencer à se dégager, à pousser, parfois à griffer. Et là, on dit, OK, c'est bon, c'est fini. On ne fera pas du pot à pot jusqu'à son service militaire. Hein. Voilà, je le dis parce que je l'ai entendu, même si le service militaire n'existe plus depuis longtemps. C'est vraiment, il n'en a plus besoin, il sort. Mais il peut en avoir besoin encore de nombreuses semaines. En Colombie, alors j'ai pu faire un voyage d'études à la fondation du programme Mère Kangourou. Les bébés sortent à 34 semaines, ce qui est très tôt hein, pour nous, pour leur domicile, mais les mères, les pères, les grands-mères se relaient pour les porter en pot à pot 24 heures sur 24 jusqu'à ce que le bébé, voilà, on leur communique les signes. Bon, bah, voilà, quand il fait ça, bah, c'est que c'est fini. Jusqu'à ce que le bébé décide de sortir. Et même pour Pardon, non, je voulais pas te couper, je croyais qu'il y avait un blanc, je l'ai saisi. C'est quand même magique parce qu'on a tendance à se dire que ces bébés sont hyper fragiles, qu'ils ont besoin de toutes ces machines, qu'ils ont besoin d'être dans une couveuse, dans nos sociétés très industrialisées, Et au final, on se rend compte que quelque chose de si simple ouais. va aider de manière... tout ce que tu nous dis, c'est quand même... Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux quand on nous a parlé de ces papis qui venaient faire du pot à pot avec son bébé. Quelque chose de si simple à la portée de tout le monde. Et pour le coup, là, on ne parle pas d'argent, de moyens, de sexe. Oui. C'est juste avoir un corps vivant. Donc, c'est à la portée de tous ceux qui nous regardent et de beaucoup de monde. Ça produit des effets de dingue, en fait. Vraiment. Donc, Oui. ça devrait Alors, être regardé partout. il y a même des études sur des bébés, alors, qui ne sont pas des bébés prématurés, mais qui sont des bébés qui ont des malformations cardiaques vraiment majeures, comme des transpositions des gros vaisseaux, des tétralogies de Fallot, enfin, bon, s'il y a des gens qui connaissent ces termes, qui doivent être opérés en urgence hein, pour pouvoir survivre. Et l'étude, le bébé est en pot à pot avant l'intervention, évidemment pas pendant l'intervention, et il est remis en pot à pot avant même le réveil. Et puis 3 mois après, on teste les facultés cognitives de ces bébés. Et évidemment, il y a des bébés témoins qui n'ont pas pu bénéficier du pot à pot, hein, puisqu'ils sont inclus dans l'étude comme le groupe contrôle, c'est-à-dire comme on fait d'habitude.
Et à 3 mois, on voit déjà des différences sur les capacités cognitives des enfants. Et c'est assez impressionnant. Voilà. Alors, le pot à pot fait sécréter une hormone majeure que vous devez connaître qui s'appelle l'ocytocine. On l'appelle l'hormone de l'attachement. On l'appelle aussi l'hormone de l'amour, mais bon, l'attachement et l'amour, c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est une hormone qui favorise le développement cérébral, favorise le développement digestif. On a un deuxième cerveau, c'est l'intestin. Et puis, favorise le bien-être et aussi la résilience face au stress. Elle ne travaille pas toute seule, elle travaille avec la dopamine. Je pense que tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui, la dopamine. Et puis aussi la sérotonine, qui est, alors on va dire, une l'hormone de la récompense, l'autre l'hormone du bonheur, si on veut, enfin si on peut réduire les choses comme ça. C'est vraiment, alors vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est une perte de chance pour nos bébés de ne pas pouvoir en bénéficier. Et si nous avons des incubateurs, l'histoire, c'est que c'est un Français, hein, c'est Stéphane Tarnier qui était un immense médecin qui a inventé l'incubateur à Port-Royal, à Paris. Pourquoi il a inventé l'incubateur? Parce que venaient accoucher à Port-Royal des femmes qui étaient contraintes d'abandonner leur bébé, soit qu'elles soient prostituées, soit qu'elles soient bonnes sur lieu dans une maison parisienne et qu'elles ne puissent pas garder leur bébé avec elles, soit qu'elles aient été violées, elles étaient filles-mères. Et en fait, Tarnier était dans l'obligation de réchauffer ses bébés hein, qui mouraient de froid. Et il a, en allant au Jardin des Plantes un jour voir une exposition agricole, il a vu un paysan, enfin un agriculteur, qui avait inventé une couveuse pour les œufs de poule. Et effectivement, les poussins éclosaient et il s'est dit, si ça marche pour les poussins, pourquoi pas pour les bébés? Et c'est comme ça qu'il a inventé la couveuse ou l'incubateur. Enfin, vraiment, le mot est vraiment dérivé de, de, de son application agricole. Aujourd'hui, les gens qui accouchent, heureusement, ne sont plus dans l'obligation d'abandonner leurs enfants aux bons soins de l'assistance publique. Et donc, en fait, oui, c'est effectivement une méthode simple et qui donne vraiment beaucoup de meilleurs résultats que l'incubateur. Pourquoi? Parce que le bébé n'est pas seul. Hein, ce n'est pas que l'incubateur soit une mauvaise chose en soi, mais forcément, on l'appelle aussi l'isolette. Il isole. Alors, ça, c'est un petit film. Alors, je vais l'arrêter. Hop, on va le démarrer. Je vous raconte l'histoire. Le film est pas très bon. Hein, vous avez compris que je n'étais pas vidéaste. Mais surtout, il n'est pas très bon parce qu'il a été fait dans un service de néonat. Et donc, on essaie de protéger les bébés de la lumière. Donc, il y a très peu de lumière et c'est pour ça qu'il est grisonnant. Et puis, j'avais rencontré la maman la veille et j'étais dans le couloir et cette maman avait accouché à 30 semaines. Donc, 30 semaines, c'est 10 semaines plus tôt, hein, 2 mois plus tôt que prévu, d'un petit bébé. Alors, ce petit bébé, vous voyez, il a un chapeau assez particulier que les gens qui travaillent en néonatologie reconnaissent à tous les coups, parce qu'il y a un petit élastique et ce chapeau permet de tenir en fait ce qu'on appelle une CPAP, c'est-à-dire un dispositif qui permet au bébé de mieux respirer. Et ce bébé ne s'oxygénait pas très bien. Et donc, la nuit, il avait ce dispositif pour respirer. Puis le jour, ça allait un peu mieux. On pouvait le laisser sans. Et sa maman venait tous les après-midi. Et pourquoi? Parce qu'elle avait un grand. Alors, quand j'ai demandé quel âge avait le grand, elle m'a dit 18 mois. Je dis, ah oui, effectivement, il est très grand. Et ce qui voulait dire qu'il avait encore beaucoup, beaucoup besoin de sa maman et de soins, en fait. Hein. Mais bon, elle venait, elle faisait 120 km par jour pour venir l'après-midi faire du pot à pot avec son bébé. Et tous les après-midi, elle faisait 3 à 4 heures de pot à pot. Et puis, j'étais dans le couloir ce jour-là, et puis j'ai entendu pss, 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 pss. En fait, c'est la maman qui essayait de m'appeler pour me dire venez voir, venez voir, venez voir. Et je vais vous montrer ce qu'elle voulait que je regarde, en fait. Je vais commenter le film parce que parfois, c'est un film que j'ai coupé. Hein. J'ai même été obligée de l'arrêter parce que pendant, on a absolument des minutes et des minutes d'échanges extrêmement subtils. Donc là, vous voyez le bébé qui cherche les yeux de sa maman. C'est magique. Et en fait, il est venu et il a pris le bout de sein. Alors,
il va faire, et vous ne les verrez pas, 3-4 suctions. C'est évidemment pas suffisant pour manger et se nourrir, mais c'est comme ça qu'il apprend. C'est en faisant des toutes petites choses. Et évidemment, en filmant, je perturbe. Et je perturbe notamment les réactions de la maman qui ne veut pas perturber, elle le filme. Mais vous allez voir, elle va finir, voilà, par lui répondre de façon très, très subtile. Et il a cet éveil extraordinaire. C'est un bébé qui a 33 semaines. Il a un éveil extraordinairement long et extraordinairement attentif vers sa maman. Et c'est un moment vraiment magique. Alors, ce bébé, aujourd'hui, va très, très bien. C'est un très bel enfant. On va tous Il est pleurer, je crois. Voilà. Merci, Laurence. désolée, hein. Mais en fait, on vous dira que les bébés de 33 semaines ont quelques courtes minutes d'éveil, sauf s'ils sont au bon endroit avec la bonne personne. À ce moment-là, ils développent des capacités attentionnelles et des capacités d'interaction. Voilà, elle revient lui dire oui, on est bien connecté, quoi. Voilà. Je vous ai aussi mis l'âge de cette première tétée parce qu'il existe un mythe. Quand j'étais jeune, c'était il y a très très longtemps, on apprenait, et c'était le chef de service de l'endroit où je travaillais qui avait cette expertise, que les bébés ne pouvaient pas téter avant 34 semaines et 3 jours. Alors, pourquoi c'était comme ça? On ne sait pas, mais voilà. Et il reste encore cette idée que les bébés, avant 34 semaines, ne peuvent pas ni téter le biberon, ni téter le sein. Il est plus facile pour un bébé de coordonner la succion au sein, la respiration et la déglutition qu'au biberon, c'est vrai. Mais néanmoins, quand ils sont placés au bon endroit, ils sont tout à fait capables de développer des compétences à leur rythme. Et ils se foutent complètement de l'âge gestationnel qu'on leur a collé sur le dos. Il y en a qui commencent à 29 semaines. Nathan, il a commencé à 33 semaines et 4 jours. Et ça, c'est des comportements d'attachement dirigés vers la maman. Alors, on va parler maintenant de ces comportements d'attachement. Ces comportements, ils ont une logique. Ils sont inscrits génétiquement chez les mammifères, et nous sommes des mammifères. Et leur logique, c'est de restaurer, maintenir ou approfondir le contact avec les parents, et notamment, évidemment, avec la mère. Alors, pourquoi avec la mère? Parce que le bébé la connaît depuis l'origine. Il connaît son odeur, il connaît le goût du liquide amniotique qui est le même que celui du colostrum, il connaît les battements de son cœur, il connaît sa voix, il connaît comment elle bouge, puisqu'il était porté par elle à l'intérieur tout le temps. Donc, il y a des comportements distaux. Alors, vous les connaissez tous, c'est les pleurs. Et c'est typique, les pleurs d'attachement. Le bébé pleure dans le berceau ou dans l'incubateur. On va vers lui, on le prend au bras, on ne cesse qu'on lui parle et les pleurs s'arrêtent. Alors, parfois, ça a donné de mauvaises interprétations. On a dit, ah, il aime les bras. Et les bébés qui aiment les bras, c'est des bébés capricieux qui deviennent de petits tyrans. Or, en fait, quand les pleurs s'arrêtent, alors que l'adulte s'est rapproché du bébé et voire l'a pris dans les bras, ce qui est vraiment une bonne chose, eh bien, il répond au bébé et il lui dit « Tu n'es pas seul au monde. Tu n'es pas seul pour faire face ni à l'hospitalisation, ni à l'entièreté du monde, ni à ce qui va se passer, etc. » Et ça donne de la confiance. Quand on sait qu'on a quelqu'un sur qui compter, eh bien, c'est cool. On sait qu'on va pouvoir explorer le monde et trouver de la ressource si on est en peine. Moins distal que les pleurs, parce que ceux-là, on les entend à l'oreille, c'est le contact visuel. Alors, les bébés ont une capacité visuelle à la naissance qui est vraiment médiocre. Ils ont à peu près tous les bébés, y compris ceux de personnes bien voyantes avec des indices visuels excellents, une acuité visuelle excellente, ils ont 1/10 sur chaque œil. Ils sont myopes, mais extrêmement myopes. Ce qui fait que si on veut avoir un échange visuel avec un bébé, il faut être prêt. C'est-à-dire, on ne peut pas être à 2 mètres, il faut être à 30 centimètres. Et à ce moment-là, ils sont capables de suivre du regard, ils sont même capables de nous imiter.
à condition qu'ils voient les mouvements du visage. Ils ne peuvent pas imiter quelque chose de statique. Ils imitent les mouvements du visage. Alors, on a parlé de réflexes. En réalité, ce ne sont pas des réflexes. C'est bien des compétences archaïques, mais ça n'est absolument pas réflexe. Et si on leur parle, on va les voir, y compris les tout petits, imiter et faire des choses comme et des vocalises de réponse. Évidemment, ce qui n'échappe à personne, c'est quand ils sourient. Mais en réalité, ils font plein d'autres choses que sourire. On a d'autres comportements. Alors là, j'ai mis ce qu'on appelle le grasping, c'est-à-dire le fait de refermer sa petite main sur le doigt de l'adulte. Une fois, j'étais avec un papa, je lui dis « Oh !» Alors, il met son doigt dans la main du bébé et le bébé referme sa main sur son doigt. Je dis « Vous avez vu ce qu'il fait? C'est extraordinaire. » Il me dit « Oui, c'est un réflexe. » On les a mal éduqués, les parents. On les a éduqués comme des professionnels de santé. Ça n'est pas un réflexe. C'est une réponse volontaire du bébé au fait qu'on lui tende la main. D'ailleurs, c'est dans la Chapelle Sixtine, je pense. Et puis, le comportement qui approfondit le contact, eh ben, c'est évidemment celui de la succion et de la tétée. Alors, ça peut être au sein, mais ça peut être aussi au biberon, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent qui fait sécréter aussi de l'ocytocine à la maman. Et évidemment, c'est extrêmement intime. Et comme toutes les choses intimes, bah, il faut un certain environnement pour que ça se produise. Il faut évidemment du contact très intime et le pot à pot aide, comme vous l'avez compris, beaucoup là-dessus. Et c'est pourquoi le fait d'être en pot à pot favorise le fait que le bébé puisse s'attacher et puisse téter. Hop. Les comportements d'attachement et l'alimentation vont de pair. Je vous en ai déjà parlé avec le pot à pot, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que on est très inquiet des troubles de l'oralité. Alors, il existe des troubles de l'oralité qui ont des raisons, on va dire, propres au bébé, qui sont des troubles génétiques ou des troubles malformatifs. Mais la plupart des troubles de l'oralité que nous avons rencontrés jusqu'à présent sont des troubles de la séparation. C'est-à-dire que le bébé qui est seul, il n'exerce pas sa capacité orale. Là, sur cette image, vous avez une maman qui a un tout petit bébé qui ne tète pas encore. Vous le voyez ici, vous voyez une petite main qu'elle garde en pot à pot plusieurs heures par jour. Et ce bébé, il est nourri avec le lait de sa maman à l'aide d'une petite sonde. Et c'est effectivement la maman qui fait passer le lait. Ça a plusieurs avantages. La première, c'est qu'on n'a pas de machine qui fait bip et ping et rebip et re-rebip autour du bébé. Et ces machines, ce sont des alarmes. Et la définition du mot alarme, c'est d'alarmer. Et elles alarment aussi les bébés, elles les font stresser. Donc déjà, on a ça en moins. Ensuite, la maman, elle va pouvoir réguler comment elle fait passer le lait. Il suffit qu'elle monte un petit peu la seringue, enfin dans quoi est le lait, et ça va passer plus vite. Et puis, si elle le baisse, ça va passer moins vite. Et donc, elle va pouvoir réguler les apports de lait en fonction des réactions du bébé. L'autre chose, c'est qu'on sait aujourd'hui que les bébés, quand ils mangent, alors là, pour le coup, ils ne tètent pas, mais ils mangent en pot à pot, leur digestion est bien meilleure. Et donc, ils ont une tolérance alimentaire qui est vraiment améliorée. Et puis, la dernière chose, c'est qu'ils couplent maman, manger, miam miam. Et ça, c'est extrêmement utile pour le cerveau du bébé pour développer ses capacités orales. Donc ça, c'est vraiment des soins que seuls les parents peuvent faire et ça améliore vraiment le devenir du bébé. Alors, je suis désolée, ça a reculé au lieu d'avancer. Hop. Alors, les mamans dont le bébé naît et est hospitalisé sont très souvent très encouragées à donner leur lait, à allaiter, parce qu'effectivement, il y a des bénéfices importants pour le bébé. Alors, simplement, Rome, ce n'est pas fait en un jour. C'est très difficile quand on accouche à 6 mois, à 7 mois. On n'a parfois pas choisi le prénom. Alors, savoir comment on veut nourrir le bébé, parfois, ce n'est pas clair. Et c'est normal. Donc, on peut donner son lait une fois.
et c'est déjà beaucoup, ou plusieurs. On peut avoir envie de donner que son lait et de jamais mettre son bébé au sein. Et tout ce qu'on va donner, c'est gagné. On peut avoir envie de mettre son bébé au sein, mais seulement pendant l'hospitalisation. Parce qu'après, on veut pouvoir donner le bébé aux grands-parents, à quelqu'un, et puis alors, on a envie qu'ils prennent des biberons. On peut allaiter plusieurs semaines ou on peut allaiter plusieurs mois. C'est la maman qui décide. Alors, c'est vrai que j'ai mis chaque millilitre est bénéfique, et c'est vrai. On a des études qui nous montrent que là encore, il y a un effet dose sur le nombre de millilitres de lait maternel qui est rentré dans le bébé, sur des bénéfices, notamment sur le développement cognitif. Les bébés qui ont le plus reçu de lait maternel ont le meilleur développement cognitif. Mais le pot à pot fait ça aussi, hein. Donc, peut-être on peut ne pas allaiter et faire du pot à pot. Ou peut-être on peut faire les deux. Ou peut-être on peut faire comme on peut. Voilà. C'est assez aigu, en fait, hein, pour les mamans, cette histoire de l'allaitement quand elles doivent tirer leur lait. Et je voudrais juste être claire sur le fait qu'effectivement, tout ce qu'elles font, c'est gagné. Il n'y a rien qui est enlevé. Voilà. Et quand ça s'arrête, parce que parfois ça s'arrête contre leur gré, eh ben, ça veut dire que non, on ne peut pas enlever ce qu'elles ont fait. Et ça, c'est vraiment, comme pour le pot à pot, c'est vraiment extraordinairement génial. Elles peuvent se féliciter. Protéger le bébé de l'inconfort et de la douleur. Alors, ce qui donne les meilleurs résultats, mais vraiment les meilleurs résultats, à moins d'anesthésier le bébé et de l'endormir, hein, bien sûr, mais à ce moment-là, on est obligé de faire appel à des drogues. Ce qui donne les meilleurs résultats, c'est quand le bébé peut téter au sein. Un bébé qui tète au sein pendant qu'on lui fait un soin potentiellement douloureux, ça peut être une ponction au talon pour faire le Guthrie, ça peut être poser une perfusion, ça peut être, voilà. Eh bien, il ne montre la plupart du temps aucun signe douloureux. Et quand il y a quelques études qui ont essayé d'explorer ce qui se passait dans le cerveau, eh bien, les études montrent qu'effectivement, il n'y a pas de déclenchement de la douleur dans le cerveau. C'est comparé avec une méthode qu'on appelle le sucre avec la succion, c'est-à-dire on met du sucre sur une sucette et qu'on donne au bébé. Donc ça, c'est le gold standard. Si le bébé peut téter au sein et que la maman, elle allaite, bah, effectivement, la protection est maximale. On a le silver standard, qui est pas mal aussi quand même, hein. C'est-à-dire c'est le pot à pot. Il donne des résultats identiques à la succion avec le sucre. Ça veut dire que bah, ok, j'allaite pas ou le bébé n'est pas en capacité de téter, mais effectivement, on peut faire du pot à pot. J'aurai des résultats identiques, ce qui est vraiment assez étonnant. Et puis, on a d'autres soins en adjonction du sucre et de la succion qui sont aussi très utiles parce que le sucre et la succion ne font pas tout, qui sont d'envelopper le bébé dans ses mains, dans des langes chauds, de lui chanter une berceuse avec la voix de la maman parce qu'il la connaît bien, de l'envelopper dans un vêtement qui porte l'odeur de la maman, éventuellement de se balancer doucement si c'est possible pour ce soin-là. Et puis quand on ne peut pas faire de soins dans les bras des parents, en pot à pot ou au cours de la tétée au sein, à ce moment-là, on va utiliser le sucre et la succion et on va faire au mieux. Mais ces soins sont relativement rares. C'est au début de l'hospitalisation, on a besoin de poser un cathéter ombilical, on a besoin de poser une perfusion, des choses comme ça. Voilà. Ce qu'on cherche à faire, c'est à réduire le nombre de soins où le parent ne peut pas protéger son bébé pour augmenter le nombre de soins où le parent protège le bébé. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'attachement, y compris dans l'hospitalisation, est un processus mutuel. C'est-à-dire que on a 3 piliers synergiques qui ont été mis en évidence, qui sont la proximité et le contact, la réciprocité. Alors, c'est quoi la réciprocité ? La réciprocité, c'est quand le bébé nous fait savoir d'une façon ou d'une autre que ce qu'on fait pour lui, c'est chouette. Alors, par exemple, si on mesure l'inconfort du bébé, on a des échelles pour ça, notamment l'échelle de douleur et d'inconfort du nouveau-né.
Eh bien, quand l'échelle, elle est faite alors que le bébé est en peau à peau, les résultats sont faibles, c'est-à-dire le bébé a peu d'inconfort. Puis quand l'échelle, elle est faite alors que le bébé est tout seul dans l'incubateur, le même bébé, ben les résultats sont beaucoup plus élevés, ça veut dire que le bébé a beaucoup plus d'inconfort. Et quand un parent voit ça, il sait que ce qu'il fait pour son bébé, c'est bon, c'est juste, et que du coup, eh ben, ça l'encourage à le refaire. Pardon, c'est parti trop loin. Et le fait qu'il puisse être encouragé à refaire ce qu'il fait pour son bébé, eh bien, ça favorise l'engagement, son engagement envers le bébé. Et un des principaux reproches que font les soignants, c'est les parents ne restent pas. Les parents changent la couche, les parents donnent le biberon et puis repartent. C'est parce qu'on ne leur montre pas assez souvent qu'effectivement, ils font des choses extraordinaires pour le bébé. Par exemple, euh, j'ai pu faire beaucoup d'observations de bébés. Donc, un bébé qui dort dans son incubateur ou sur la table chauffante. Et on voit bien qu'il dort mal, qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas confortable. Il se réveille, il se rendort, il se réveille, il chouine, il pleure. Bon. La maman vient, on lui propose de changer la couche. Bon, on pourrait lui proposer de faire du pot à pot. Hein. Avant, ce serait mieux, mais bon, voilà, on lui propose de changer la couche. Donc, elle change la couche, puis après, on lui propose de donner le biberon. Alors, on met le bébé dans les bras de la maman, elle donne le bébé prend le biberon et s'endort. Et à ce moment-là, comme on n'explique pas, comme on ne montre pas à la maman combien son bébé dort mieux quand il est dans ses bras, parce que là, il est relâché, il est apaisé et le sommeil est de bonne qualité, elle regarde le bébé et elle est un peu déçue. Et elle dit, je ne sers à rien en fait. Maintenant, il dort. Et en fait, vous voyez, c'est la réciprocité qui est abîmée. Elle dit, je ne sers à rien. Alors qu'en fait, si on pouvait lui montrer comme son bébé dort mieux, eh bien, cette réciprocité, elle serait renforcée et la maman serait contente de revenir. Parce qu'effectivement, si vous venez voir quelqu'un et qu'il en profite pour roupiller pendant que vous êtes là, vous dites, en fait, il n'en a rien à foutre de moi. Hein. Ouais. Après, je pense que comme les gens ne savent pas et que le personnel médical bah, soit ne sait pas aussi, soit n'a pas le temps d'expliquer tout ça, moi je vois quand même une bonne solution, c'est que tu fasses des conférences partout en France devant toutes les futures mamans et les futurs parents. Parce que franchement, ne pas savoir ça quand on vit, euh, bah, quand on vit ces choses-là, j'ai pas eu mes enfants hospitalisés à la naissance, j'ai eu cette chance. Ça a été un peu après, mais clairement, il y a quand même des choses, c'est d'intérêt général en fait. Oui, oui, on le pense aussi. Alors, bah, oui, oui, bien sûr, hein, on a besoin de vulgariser. Alors, ce n'est pas des choses qui sont anciennes hein, de connaissances. Euh, on a vraiment commencé à se mettre en chemin dans les années 70. Bon, ça fait 50 ans. C'est pas vieux. Notamment avec un pédiatre américain qui s'appelait Brazelton. Et il a eu l'idée de faire passer aux bébés des petites échelles qui s'appellent la Neonatal Behavior Assessment Scale, pour laquelle d'ailleurs je suis certifiée, et d'être avec les parents à ce moment-là pour montrer aux parents toutes les compétences des bébés. Et d'ailleurs, il a écrit un bouquin qui s'appelait Les compétences du nouveau-né. Et puis, la recherche s'est beaucoup améliorée sur tout ce qui est la sensorialité des nouveau-nés et des bébés pour qu'on en soit aujourd'hui à ce que vous faites hein, dans le sommet. Hein. C'est vraiment aussi d'intérêt général ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on comprenne que les bébés sont des personnes et pas, j'avais un copain qui appelait ça des holoturies, des concombres de mer. C'est-à-dire pour lui, ça mangeait, ça chiait. Voilà. Mais bien des personnes. Et l'idée de la société, malheureusement encore, de dire un bébé, ça mange, ça chie et ça dort, et clairement, il ne se passe pas grand-chose avant 6 mois, quoi. Bon. Donc, Alors que c'est une période critique depuis la naissance et les premiers mois pour développer toutes les compétences sociales, un certain nombre de compétences cognitives aussi, si on est en termes de neurosciences, mais aussi pour développer tous les processus familiaux. C'est extrêmement important. Parce que quand des parents sont déçus, et ça arrive, et c'est normal, par leur bébé, parce que ce bébé, ben, il devait peser 3,5 kg, il pèse 1,5 kg, il devait être rond, joufflu et rose, il est rouge, écarlate, bleu, couvert de poils, on dirait un petit singe. Eh bien, c'est des choses qui
peuvent blesser narcissiquement les parents. Et si effectivement, ils se rendent compte combien leur bébé les reconnaît et tentent d'entrer en relation avec eux, ils se disent « Waouh, ok, t'es un vrai warrior. C'est cool d'avoir un warrior dans sa famille. C'est un bébé qui est capable de faire face à une adversité énorme en réalité. Et c'est grâce à ses parents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, la charte du nouveau-né, elle a été construite en se basant sur ces processus et sur ces piliers synergiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement sans réciprocité, il n'y a pas de réciprocité sans proximité, il n'y a pas de proximité sans engagement, il n'y a pas de proximité sans réciprocité, elle s'étiole très très vite. Et donc, on a essayé de réfléchir sur ces 3 piliers synergiques de l'attachement qui ont été mis en évidence par des infirmières canadiennes juste à l'aube du XXe siècle, du XXIe en 98, parce que ça nous permettait de ne rien oublier aussi dans cette charte. Et ce qui fait qu'on arrive à quelque chose d'assez extraordinaire en réalité, parce que quand on a un tout petit, on pense que c'est aux adultes et aux parents de le protéger. D'ailleurs, c'est vrai. Hein. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'attachement protège le bébé et le favorise son développement, mais aussi va protéger les parents du traumatisme, de l'arbre du platane qui viennent de se prendre. C'est-à-dire qu'il va leur redonner confiance dans la vie. Cet attachement va les aider à sortir de la phase de sidération, d'abattement. Voilà, ça n'empêche pas le stress post-traumatique, mais ça donne plus de billes pour en sortir après. Et le bébé, les parents améliorent la santé du bébé, mais le bébé améliore aussi la santé de ses parents. C'est pour ça que ne pas leur permettre d'être ensemble, éthiquement, c'est quelque chose qui n'est pas concevable en fait. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, il faut se tourner vers la théorie polyvagale de Stephen Porges, qui est remarquable en fait, hein, pour nous permettre de comprendre comment être ensemble améliore le système cardiaque et le système pulmonaire, comment il améliore le système immunitaire, et les bébés à l'hôpital en ont grandement besoin, comment ça améliore le système digestif, et il y a des pathologies chez les bébés hospitalisés qui sont liées au stress, mais qui sont liées aussi à leur état hein, de prématurité ou de maladie, mais ça, le fait d'être ensemble améliore beaucoup, et aussi améliore le cerveau et le développement du cerveau. Et donc, il y a vraiment une entraide entre les parents et leurs bébés, et de façon même plus élargie, le reste de la famille. Parce que le reste de la famille peut vivre un traumatisme par procuration de façon assez violente. Hein. Les sœurs, les grands-mères, c'est assez terrible. Et savoir que les parents prennent confiance, croient en leur bébé, et voilà, c'est extrêmement porteur. Alors, en pratique, avant le sommet, Lucie, tu m'avais adressé des questions et je voudrais répondre à ces questions-là, enfin, au moins comme je peux. Alors, une des questions, c'est comment créer un lien avec son bébé lorsqu'on ne peut pas être toujours auprès de lui. Alors, entre toujours et jamais, il y a 24 heures de différence. Voilà. C'est quoi toujours? C'est 24 heures sur 24. C'est quoi ne pas être toujours auprès de lui? Si on est 18 heures auprès du bébé, chapeau bas, hein, déjà, 12 heures, bravo, 3 heures, c'est génial. Simplement, la question qui me vient en réponse à cette question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être davantage auprès du bébé? Est-ce que c'est lié à l'institution, c'est-à-dire à l'hôpital? Est-ce que c'est parce que dans ce service, on refuse, pour une question ou une autre, qu'il y ait toujours quelqu'un auprès du bébé? Par exemple, la nuit, non, la nuit, le service est fermé. À ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du droit qui est à réfléchir avec les gens de l'institution. Est-ce que c'est parce que la mère est restée dans l'hôpital où elle a accouché et que le bébé est transféré à 150 km dans un niveau 3? À ce moment-là, c'est vrai que la plupart des services,
mettre tout en œuvre pour rapprocher la maman. Mais parfois, on manque de lit. Et là, c'est un problème effectivement institutionnel. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut, dès que la maman est sur pied, on va dire, est-ce qu'on peut trouver un hébergement à proximité du bébé? Alors, il y a les maisons McDonald's, elles sont pleines. Parfois, il y a des particuliers qui prêtent une chambre, la famille. Mais aussi, ça coûte, ça a un coût financier assez important. Donc, est-ce qu'on peut faire appel à une assistante sociale? Est-ce que les empêchements, entre guillemets, sont de l'ordre de ce qui appartient pas aux parents, mais de l'ordre de l'institution, de la société? Et là, il faut faire bouger les lignes. Et on reparlera des SOS Préma après. Et ça peut être une ressource vraiment intéressante pour les parents. On appelle et voilà, je suis vraiment embêtée, je suis vraiment dans la merde, on va le dire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et souvent, ils peuvent trouver des solutions ou trouver le chemin vers la solution. Après, il y a le fait de ne pas pouvoir venir parce qu'on a un grand de 18 mois à la maison. Et on ne peut pas venir 24 heures sur 24. Alors, la première chose, c'est de penser aux personnes relais, aux personnes de confiance. Est-ce que ma soeur, ma mère, ma cousine, ma voisine, mon frère, mon cousin, mon ami peuvent me relayer? Parce qu'après tout, ce bébé, bien sûr, je suis sa maman. Bien sûr, ce sera sans doute un étranger pour lui à jour J. Mais demain, après-demain, ce ne sera plus un étranger. Et en tout cas, ce sera toujours mieux qu'être seul dans un incubateur, comme ce grand-père à Uppsala. Donc, pensez aux personnes ressources. Et là, je dois dire que ça va poser question aux équipes. Il va falloir que les équipes, donc il va y aller doucement, leur expliquer pourquoi c'est important. Si on était en oncologie, eh bien, il y aurait toujours un adulte avec l'enfant qui subit la chimiothérapie. Bon, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où l'enfant a besoin là, de soutien? Si on ne peut pas, et on n'a pas de ressources, de personnes ressources, on ne peut pas, on est démunis et ça arrive, on peut demander aux équipes, et elles le font très volontiers, de mettre auprès du bébé, dans l'incubateur, un t-shirt avec l'odeur de la maman. Alors ça, c'est même la première chose qui est proposée souvent, avant même qu'on propose la maman. Alors, on propose son t-shirt. Bon, c'est toujours mieux que rien. Et puis aussi, on peut demander aux infirmières, vous pouvez me faire des photos du bébé et me les envoyer. C'est très facile, aujourd'hui, on a tous des téléphones. Vous pouvez me faire une petite vidéo et me l'envoyer. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas hyper favorable aux solutions qui font qu'on met une caméra sur l'incubateur et les parents peuvent voir leur bébé à tout moment. Pourquoi? Parce que chez certaines mamans, ça fait monter l'anxiété de voir son bébé pleurer, par exemple, et puis il n'y a pas une infirmière par bébé, donc voilà. Et ensuite, ça ne remplace quand même pas la présence. Mais si on n'a pas d'autre solution, pourquoi pas? Donc, on peut créer du lien, parce que le lien, c'est à double sens. C'est du bébé vers ses parents, mais c'est aussi des parents vers le bébé. Voilà. L'essentiel, c'est effectivement d'en avoir, je dirais, envie et de pouvoir le faire, d'être suffisamment psychiquement libre de le faire, quoi. Voilà. Alors après, il y avait une autre, je regarde un peu mes notes, il y avait une autre question, c'est, je vais prendre celle-là, est-ce que l'enfant peut ressentir un sentiment d'abandon du fait de ne pas avoir été en contact tout le temps? Alors là, c'est pareil, tout le temps et jamais, il y a 24 heures. Donc, alors, je voudrais revenir là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le fœtus, il est au chaud, il baigne dans le liquide amniotique, ça a une odeur, un goût. Il entend en permanence les voix et surtout la voix de sa maman. Il l'entend avec ses oreilles, mais il la ressent aussi au travers des vibrations. Sa maman bouge et donc il est toujours en mouvement. Et ça, c'est un univers sensoriel tout à fait unique. Et lorsqu'il va être mis dans un incubateur, tout cet univers va être rompu. C'est-à-dire l'incubateur est immobile. L'odeur, ça va être celle du soluté hydroalcoolique ou des désinfectants. Les bruits, ça va être les alarmes des machines. Et vraiment, il y a une rupture vraiment majeure. Et quand il y a un changement d'environnement majeur pour tout mammifère, et c'est encore la théorie polyvagale, ou
pour tout être humain, il y a une sorte d'alerte qui s'allume, ce qu'on appelle la neuroception. Et à ce moment-là, on dit, ah, attention, environnement inhospitalier, attention, que dois-je faire? Voilà. Et le bébé sécrète énormément de cortisol. C'est vrai que s'il sécrète du cortisol en permanence, c'est ce qu'on appelle un stress chronique et toxique, on a des effets sur le neurodéveloppement, on a des effets sur les émotions, sur l'affectif, mais aussi sur l'organisme. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le stress toxique. C'est Jack Shonkoff de Harvard qui l'a appelé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour réguler le bébé et réguler son stress. Et on va retrouver ça tout au long de l'enfance, en réalité. Mais quand les parents sont là, ce n'est pas ce qui se passe. Quand les parents sont là, le bébé, il dit « Ah, univers connu, voix connue, odeur connue. Waouh, cool !» Et à ce moment-là, le niveau de cortisol redescend et le stress redescend. Et donc, il faut savoir que chaque fois qu'on va être en contact avec son bébé, qu'on va lui parler, qu'on va le bercer, qu'on va le porter, qu'on va le mettre en peau à peau et le porter, eh bien, tout ça apaise considérablement la neuroception et à ce moment-là, le fonctionnement est différent. Donc, ça veut dire que même si ce n'est pas tout le temps, à chaque fois qu'on le fait, on fait du bien au bébé. Donc, bravo à tous les parents, à toutes les mères, à tous les grands-parents, enfin à tous ceux qui ont porté secours à un bébé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'importe, parce que c'est autant de prix. C'est autant que le bébé sait qu'il a d'appui. Voilà, et le sentiment d'abandon, ce n'est pas juste un sentiment, hein, c'est vraiment un vécu corporel intense et complet. Est-ce qu'on devient surprotectrice dans la vie de son enfant? Alors, je me suis dit, mais en fait, moi je ne sais pas ce que ça veut dire surprotéger quelqu'un, en fait. Bon, j'ai imaginé des choses. Mais d'abord, être parent, c'est protéger son enfant. Donc, quand on protège son enfant, c'est qu'on est le parent de cet enfant-là. Donc, bravo. Je sais que les parents d'anciens prémas ou d'anciens bébés qui ont été hospitalisés entendent, mais alors, très souvent, et alors ça les saoule, d'entendre cette phrase, mais ça va maintenant, écoute, arrête, il est assez couvert, il va bien, ça y est, maintenant il est normal, c'est sorti, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Or, pour la mère et pour le père, c'est pas fini. C'est pas fini parce que eux, ils ont vécu un traumatisme. Et chaque fois qu'on leur dit ça, ils ont juste le sentiment de ne pas être entendus dans leurs difficultés. Et alors, je me suis dit, ah oui, surprotéger, ça pourrait être qu'on se rend compte qu'on empêche son enfant de se développer. Mais si on l'empêche de se développer, c'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on a peur qu'il lui arrive quelque chose. Et donc, pour moi, la question, c'est à comment on va pouvoir aider ce parent, cette maman, ce papa à sortir de cette peur qui est chevillée là, dans le ventre et qui ne veut pas s'en aller et qui va effectivement s'allumer dès qu'on perçoit que l'enfant peut être en difficulté. Alors, je vais vous donner une petite anecdote que j'ai vue en Colombie. Alors, en Colombie, dans le programme Mère Kangourou, les parents, au début, viennent tous les jours faire examiner leur bébé. Ils rencontrent des infirmières, des médecins et surtout d'autres parents. Et les bébés sont suivis pendant 2 ans et les parents aussi. Et les bébés, pour les besoins des études et pour montrer que la méthode est valide, ont des tests de développement cognitif. Et en fait, pour les besoins des études, on a fait des cohortes, c'est-à-dire on a pris des parents qui ont fait du pot à pot avec leur bébé à l'hôpital, puis ensuite qui ont gardé leur bébé en pot à pot 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'ils veuillent sortir, comme je vous l'ai expliqué au début. Et puis des parents dont les bébés ont été élevés de façon conventionnelle dans un incubateur. Et lorsqu'on fait passer les tests à 18 mois et à 2 ans aux enfants, les mères qui ont eu les bébés en incubateur et donc pas en pot à pot, par exemple, on fait faire un petit jeu à l'enfant, un petit empilement ou trouver la bonne forme à rentrer dans le bon trou, des choses comme ça. Les mères, elles montrent aux bébés ce qu'ils doivent faire pour les aider à réussir. Par contre, celles qui avaient fait du pot à pot avec leur bébé de façon intensive, elles laissent le bébé et elles le laissent se débrouiller.
elles ont confiance. Ça veut dire que favoriser l'attachement, c'est favoriser la confiance. Et est-ce qu'on devient surprotecteur? Eh ben, et la confiance et la peur sont deux choses antagonistes. Et si on a l'impression d'être surprotecteur envers son bébé, c'est sans doute que la peur est restée vissée. Et oui, il y a peut-être quelque chose à faire et un traumatisme à gérer. Et c'est normal d'avoir été traumatisé par une telle situation. Mais voilà. Et à partir du moment où on se pose la question, c'est déjà rudement bon signe. Ça veut dire qu'on est déjà centré sur le bébé et pas sur sa propre peur. Donc ça, je ne sais pas qui a posé la question, mais bravo, quoi. C'est aussi véhiculé, je pense, par la société qui veut quand même globalement séparer les mamans des bébés. Et là, je pars en dehors du contexte hospitalisation de nouveau-né, où quand on porte un enfant en portage ou même dans les bras à passer 3 mois, il faudrait peut-être que tu le poses parce que tu vas passer toute sa vie, comme tu sais, jusqu'au service militaire dans tes bras. Alors qu'il est quand même prouvé, et j'ai pas les études en tête, mais que le maternage proximal et que le fait de porter ses enfants, et là je parle pas de peau à peau, hein, je parle juste d'un Oui, porte oui. ou même des bras, ça favorise, comme tu disais, la confiance. Donc en fait, c'est véhiculé, je pense aussi par les belles-mères, les tatas, les tontons et tous ceux qui savent pas en fait. Si tu le portes, ça va jamais savoir rien faire, alors que c'est un peu comme si vous disiez que si vous attardez trop sur les fondations de la maison, les murs vont pas être solides. Alors que non, c'est un peu l'inverse. C'est les fondations, et j'en ai pas mal parlé dans mon intervention sur les 1000 premiers jours. Les Oui, fondations de la maison sont la base en fait. Et si on met des fissures dès le début, les murs ils seront pas solides. Donc tout à à nous fait. de faire en sorte que les fondations soient très solides, de les accompagner au mieux, au plus près. Et c'est, comme tu dis, c'est le rôle des parents. Et c'est le rôle des parents de porter leurs enfants, de les accompagner et de leur faire confiance. Parce que c'est aussi le laisser monter les escaliers et rester derrière lui, mais le laisser monter les Exactement. escaliers en fait. Exactement. Et puis, c'est aussi pouvoir lui dire non après. Parce que si on n'est pas confiant dans son rôle de parent, qu'on n'a pas d'identité parentale forte, hein, sachant que j'étais là, hein, il a pu compter sur moi tout le temps. Il a 15 ans aujourd'hui. Eh ben non, non, tu rentres pas à 4 heures du matin sur le scooter du copain sans casque. Non, Donc, non. Oui, je sais, je suis chiante, mais non. Voilà. voilà, non. Ce qui permet de faire ça, c'est qu'on s'est démené avant et qu'on sait qu'on est valide Mm. et qu'on n'a pas peur, justement. Donc, c'est paradoxal, et c'est très juste que ce que tu dis sur les fondations de la maison et les murs. C'est paradoxal, mais c'est juste. Une maman, un jour, j'ai mis son bébé en peau à peau contre elle, et puis elle m'a dit, mais il va pas trop s'attacher. Est-ce qu'il risque pas de s'attacher trop? Est-ce qu'on peut Alors, être trop attaché à sa mère, vraiment? alors, je pense qu'on est toujours attaché à sa mère, hein, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est pas une volonté d'ailleurs. Euh, mais tout ce que j'ai trouvé à lui répondre un peu dans l'urgence, j'ai dit, mais en fait, pour détacher des wagons, il faut commencer par les attacher, hein. Voilà. Et effectivement, il y a ce mouvement d'attachement et de détachement. Et c'est effectivement ce qui est bien montré, c'est que le détachement n'est possible que s'il y a eu un attachement. Et que si effectivement cet attachement il est ambivalent, et c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, l'enfant va avoir du mal à partir en exploration du monde. Pourquoi? Parce que s'il part en exploration et qu'il lui arrive une avarie et qu'il n'est pas sûr qu'on va lui apporter, s'il revient au camp de base du soutien et de la ressource, et qu'on lui dit « Ouais, t'as qu'à pas partir, tu as fait n'importe quoi, bim !» eh ben, il ne va pas le faire. Et donc, si on veut des enfants innovants, voilà, curieux, explorateurs, qui vont de l'avant, et on va en avoir besoin dans la situation où nous sommes, eh bien, il faut leur donner ce que Bowlby appelait un havre de confiance. On en parlera mercredi en live sur Facebook, puisque je vais le faire en live. Très bien. Donc, Voilà, c'est une bonne info. on fait un peu de teasing, mais oui, C'est bien. mercredi, tu fais le lien sans le vouloir. Mercredi à midi, je fais un petit live sur Facebook pour vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est la théorie de l'attachement, et avec quelques exemples pratiques de choses dans le quotidien où on se dit, mais là, il fait exprès, c'est pas possible, alors qu'en fait, non, c'est juste un comportement d'attachement, et comment on le gère.
Et on a aussi pas mal parlé d'attachement dans ce milieu de l'hospitalisation. Et Anne Reynaud, qui intervient samedi, va parler de ces parcours complexes et de l'impact sur l'attachement. Parce que, évidemment, bah, comme tu disais, on n'est pas des Wonder parents. Et quand on vit des situations compliquées telles que l'hospitalisation et d'autres, GPA, PMA, deuil périnatal, etc., bah, l'attachement, il est, j'ai envie de dire, différent. En tout cas, il faut en prendre encore plus soin parce que bah, forcément, ça a un peu impacté ces fondations de la maison. Et il faut prendre soin des parents. Donc, voilà, ça va être un bon programme aussi. Oui. Ouais, c'est vraiment, il est super ce sommet. J'adore. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ou... C'était hyper clair, c'était émouvant. On a tous versé notre petite larme. C'était riche et enfin, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Ok. Alors, juste pour donner encore un petit peu des ressources, voilà, concrètement, comment est-ce qu'on peut apporter du soutien? Parce que c'était aussi une question qui était un peu sortie. Voilà, j'ai une amie dont le bébé est né prématurément. Qu'est-ce que je peux faire pour elle, quoi? Alors, d'abord, ne pas minimiser, hein, c'est-à-dire, mais oui, tu vas voir, ça va aller. Bon, il finit sa gestation, puis après, ça va être un bébé normal. Ben, en fait, ce qui s'est passé là, c'est pas normal. Donc, voilà. Et puis, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, même en étant une amie très dévouée. Et puis, parce que, surtout quand on a une amie dévouée, c'est qu'on a eu beaucoup d'occasions de se dévouer ailleurs aussi. Et donc, généralement, on a une famille, enfin bref, beaucoup de choses, de gens qui comptent sur nous. Alors, je mets le numéro là d'appel qui est gratuit de SOS Préma. C'est un numéro à l'écoute des parents et c'est à l'écoute des familles. Donc, les gens qui répondent sur ce numéro sont des parents qui sont passés par là et donc qui connaissent les difficultés et qui sont empathiques. Voilà. Et puis aussi des spécialistes, des puères comme moi, des auxiliaires de puériculture, des pédiatres, des neuropédiatres, et aussi une psychologue qui est Myriam Danet, qui est une merveille. Voilà, il faut vraiment pas se priver de Myriam parce que voilà, c'est une personne rare et chère. Voilà. SOS Préma, c'est aussi pouvoir résoudre des problèmes administratifs et des questions médicales. Les gens peuvent appeler et appellent d'ailleurs parce qu'ils sont dans des difficultés administratives parfois très, très grosses. C'est aussi les dates clés, les 1 an de l'enfant, l'entrée à l'école, la date anniversaire d'un deuil ou la date anniversaire de la naissance. Là, on se pose des questions, il est rentré à l'école, oulala, là, il a 1 an, il y a des choses qu'il fait, des choses qu'il ne fait pas. Bon, voilà. Donc, c'est pouvoir aussi avoir de la ressource. C'est aussi des soutiens pour rester auprès du bébé, on en parlait tout à l'heure. Et puis aussi pour faire le suivi, parce que on manque de ressources professionnelles pour faire le suivi de ces bébés. S'il est né avant 32 semaines, ça va, mais il n'y en a pas beaucoup des bébés qui sont nés avant 32 semaines, donc on arrive à les gérer, dont les CAMS, on fait du dépistage sensoriel, etc. Mais si il est né à 35 et qu'il présente un déficit attentionnel ou une hyperactivité, ce qui est assez fréquent, et c'est pas voilà, et ben c'est très difficile de trouver des ressources pour faire suivre l'enfant et puis savoir ce qu'il faut faire, etc. Et puis, il y a plein de familles qui rencontrent des problèmes d'alimentation et de sommeil. Et c'est ce qu'on essaie vous l'avez compris, en changeant les méthodes de soins, et c'est ce qu'on essaie de franchir comme obstacle et de ne pas les voir après apparaître. Voilà, et puis l'entourage, c'est voilà, comprendre ce qui se passe pour les parents. Alors, les parents ne peuvent pas toujours parler parce que quand ils sont dans un état de sidération, ils ne pensent pas. Ils sont... et c'est normal, ça se respecte, ils ont pris un coup sur la tête et ils vont dire oui, ça va, ouais, ça va, voilà, ça va. Mais donc, c'est respecter ça va, mais voilà, quand même, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux faire du ménage, du repassage, des courses? Est-ce que tu as besoin d'une voiture? Est-ce que tu as besoin d'un logement? De quoi tu as besoin, quoi, voilà. Et puis aussi, c'est parfois prendre des renseignements, parce que comme les parents sont abasourdis par ce qui leur arrive, eh ben, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas
la créativité hein, pour aller chercher de l'aide. Et donc, ça peut être effectivement le faire pour eux. Et puis éviter de minimiser. Voilà, il ne faut pas minimiser parce que, voilà, genre, écoute, c'est pas grave, t'en referas un autre après. Hein, voilà. C'est terrible, hein, mais c'est une phrase assez commune. Voilà. Ils éditent aussi des livrets destinés aux parents qui sont en libre accès sur Internet. On a refondé une partie de celui-ci cette année, il va être refondé complètement l'année prochaine. L'hospitalisation du nouveau-né côté père, hein, parce que les pères, ils font beaucoup, mais bon, comme ils ne sont pas dans la boucle de l'hospitalisation, voilà, hein, ils sont un peu, ils sont un peu, on va dire, oubliés. Et puis aussi le handicap, il y a des handicaps, et oui, ça s'accompagne. Et aussi le deuil, quand on a des bébés qui décèdent, notamment des jumeaux ou dans des fratries de jumeaux, de triplés. Il y en a un qui a survécu ou deux, et puis pas le second ou pas le troisième. Voilà, c'est très, très rude. Il y a une page Facebook avec un groupe parents qui peut être une ressource aussi assez intéressante. Et puis, ils sont sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, il existe d'autres associations qui ne sont pas nationales, mais qui sont locales et qui font un travail remarquable. Alors, je ne les ai pas mises, hein, parce que ça fait trop. Mais évidemment, c'est très bien aussi. Et si on est hospitalisé dans un hôpital, les parents bénévoles de SOS Préma, ils sont présents dans 60 hôpitaux. Donc, si l'information n'est pas à disposition, il faut demander. Est-ce que je peux avoir le contact d'autres parents d'enfants nés prématurément ou de nouveau-nés qui ont été hospitalisés dans l'équipe, hein, donc, généralement, ils l'ont et ils peuvent le donner. Voilà. Puis là, on a parlé de la charte du nouveau-né hospitalisé. Je voudrais dire 2 mots sur la charte européenne de l'enfant hospitalisé. Et vous allez voir, ce n'est pas bien différent. L'admission à l'hôpital de l'enfant ne doit être réalisée que si les soins ne peuvent pas se faire ailleurs, hein, soit en consultation externe, soit en hôpital de jour. Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leurs substituts auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge et son état. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles sans que cela n'entraîne un supplément financier ou une perte de salaire. Alors malheureusement, c'est encore un vœu pieux. On informera les parents sur les règles de vie et les modalités de fonctionnement propres au service afin qu'ils participent activement aux soins de leurs enfants. Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins adaptés à leur âge et leur compréhension. Ça veut dire que si un médecin ou une infirmière parle une langue inconnue, il faut lui demander de parler la bonne langue, d'arrêter de jargonner et de donner des informations qui soient compréhensibles, parce que les parents doivent pouvoir participer aux décisions qui concernent leur enfant. Les enfants et les parents ont le droit d'être informés pour participer à toutes les décisions concernant la santé et les soins. On évitera tout examen ou traitement qui n'est pas indispensable. Les enfants ne doivent pas être admis dans les services d'adultes. Alors, en France, c'est plus jamais le cas, hein. L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que du personnel et de la sécurité. L'équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leurs familles. Et là, c'est compliqué hein, quand même, hein, parce que nous, les infirmières, on a été formées pour prodiguer des soins. Bien sûr, on connaît la théorie de l'attachement, bien sûr, on sait tout ça, mais avoir reçu une formation spécifique pour répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des familles, ça reste encore très parcellaire, oui. L'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à chaque enfant. Bon, ça, c'est le cas. Et l'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en toutes circonstances. Alors, bon, ça, c'est voilà, j'espère que c'est le cas partout et dans vos expériences. Voilà. Et puis, oui, je vous remercie de votre attention. J'ai mis mes coordonnées. Alors, il existe une pétition qui circule actuellement
pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur le respect de la charte des droits de l'enfant hospitalisé et de la charte du nouveau-né, mais vous avez vu, hein, elles sont très cousines. Je ne sais pas si Lucie, tu pourras mettre le lien. Oui, tout sera partagé. Oui, oui. Voilà, ben voilà, super. Si vous avez envie de la signer, il manque vraiment, peut-être c'est plus le cas, mais il y a 2 jours, il manquait quelques signatures pour atteindre les 30 000. Donc, c'est sûr que c'est toujours mieux d'aller voir un futur ou une future présidente potentielle en disant on a plus de 30 000 signatures que on en a 29 572. Voilà. Ouais. Donc, voilà, ça porte un peu plus. Avec Manon, on va diffuser ça sur nos réseaux pour que ça soit relayé et qu'on atteigne, j'espère, beaucoup plus que 30 000. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était très très riche, merci. On a largement explosé le temps, mais c'était tellement riche que... Oui, je suis désolée. Hein. Ah, c'était bien. C'était trop bien, c'était trop bien. Bon, on saura pour la prochaine fois que je ne peux pas faire 3/4 d'heure en fait. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Merci pour ce sommet que je trouve vraiment super. C'est important pour nous de sortir dans la société civile et de ne pas rester entre professionnels. C'est vraiment essentiel pour faire avancer les choses et c'est ce que vous faites. Alors vraiment, merci beaucoup, quoi. Merci à toi pour ton temps, c'était vraiment super et on espère que ça va faire du bruit, tout ça. Il y a besoin. Ouais. Voilà. Bon, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Aussi. Merci. Merci Laurence. Et on se retrouve ce soir à 21h pour parler de haut potentiel sensible avec Judith Dumas. Encore une belle soirée. On continue. Ok, ben super. Allez, au revoir. Hein.